Il s'est moqué d'elle. Il l'a humiliée. Dans une salle d'audience censée rendre la justice, un huissier raciste a rasé la tête d'une femme noire, pensant qu'elle n'était qu'une inconnue de plus. Mais quelques instants plus tard, elle est montée sur le banc, en tant que juge. Que feriez-vous à sa place? Dites-le nous dans les commentaires et restez pour assister au règlement de compte. Il était un peu après 8 heures du matin lorsque Céleste Monroe est sortie de sa Buick argentée et a gravi les marches en pierre du palais de justice fédérale de Charleston. Le soleil se levait lentement derrière les vieux arbres couverts de mousse espagnole, projetant de longues ombres sur les marches. Elle ajusta le col de son blazer bleu marine, redressa les épaules et serra un mince portefeuille en cuir dans une main. Ses talons claquaient doucement contre le béton, chaque pas étant une déclaration silencieuse. Elle ne portait pas sa robe de juge en dehors de la salle d'audience. Elle ne l'a jamais fait. Elle préférait entrer dans les bâtiments comme une citoyenne, calme, posée, observatrice. Mais ce jour-là, elle n'a pas été accueillie comme un juge. Elle n'était même pas considérée comme une personne ayant de l'autorité. Elle n'était qu'une femme noire de plus entrant dans un endroit où le pouvoir n'avait jamais été facile à obtenir. Au principal point de contrôle de sécurité, l'énergie a changé au moment où elle s'est approchée. L'adjoint Hank Riker, un huissier de justice connu pour son attitude rigide et son comportement à l'ancienne, a plissé les yeux alors qu'elle s'approchait des détecteurs de métaux. Il ne l'a pas reconnue, et plus important encore, il s'en fichait. Il s'est avancé, les avant-bras épais croisés, et a levé une main gantée. « Madame, dit-il d'une voix bourrue, je vais avoir besoin que vous sortiez de la file. » Céleste s'arrêta un instant seulement. « Y a-t-il un problème, officier ?» Riker ne répondit pas tout de suite. Ses yeux la parcoururent, de ses cheveux argentés torsadés soigneusement le long de son cuir chevelu à son pantalon bien repassé, en passant par le regard calme mais confiant dans ses yeux. Quelque chose chez elle le dérangeait. On aurait dit qu'elle avait sa place ici. Et dans son monde, il fallait rappeler aux gens comme elle qui étaient vraiment aux commandes. Pas de pièce d'identité affichée. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans un bâtiment fédéral en ressemblant à ça, marmonna-t-il. Céleste atteignit calmement son blazer et sortit ses papiers d'identification fédéraux. L'insigne brillait sous la lumière, mais Riker ne le regarda même pas. Il le prit de sa main, lui jeta un coup d'œil rapide, puis le glissa dans sa poche. Elle haussa un sourcil. « J'aimerais qu'on me le rende. » Il s'approcha. « Vous êtes pressée d'aller quelque part, ma belle ?» Le mot frappa comme une gifle. Une deuxième garde, une jeune femme, se déplaça nerveusement près du scanner à rayons X. Elle reconnut clairement la tension, mais ne dit rien, se contentant de regarder. « Je dois me rendre dans une salle d'audience », dit Céleste fermement. « Alors vous suivrez ma procédure, rétorqua Riker, et cela inclut les contrôles aléatoires. Allons-y. » Il ne lui laissa pas le temps de répondre. D'une main lourde sur le haut de son bras, il la dirigea vers un couloir latéral, à l'écart du passage, dans une salle de contrôle sans fenêtre, juste au-delà de la zone de sécurité. L'air à l'intérieur était frais et immobile. Il y avait une chaise en acier au centre de la pièce, un chariot roulant d'équipements de numérisation et une paire de tondeuses posées au bord. Le cœur de Céleste battit une fois dans sa poitrine. « Je ne consens pas à cela, dit-elle clairement. Vous n'avez aucune cause légale de me retenir. Vous agissez de manière suspecte. » « C'est une raison suffisante, répondit-il en désignant la chaise. « Asseyez-vous. » Elle ne bougea pas. Il se pencha près d'elle. « Vous pensez que l'insigne que vous avez exhibé signifie quelque chose ? Pas ici, pas pour moi. » En un instant, deux autres officiers entrèrent dans la pièce. L'un d'eux, un homme d'une trentaine d'années avec un crâne rasé et des yeux nerveux, lui saisit le poignet gauche. Un autre tenait l'autre côté de la chaise. La voix de Céleste s'éleva. « C'est une violation, je veux vos noms. » Mais personne ne répondit. Au lieu de cela, Riker saisit les tondeuses. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle. « Protocole standard. Vous pourriez cacher quelque chose dans cette crinière ?» dit-il en désignant ses cheveux. Céleste essaya de se lever, mais une prise ferme la repoussa vers le bas. Les tondeuses se mirent à bourdonner. Le son remplit la pièce comme un essaim d'abeilles. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle sentit la froide vibration toucher son cuir chevelu. Une épaisse mèche de cheveux argentés tomba sur le sol, puis une autre, et une autre. Son souffle se bloqua dans sa gorge, mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Elle resta assise là pendant qu'on la dépouillait de sa dignité, mèche par mèche, regardant les cheveux s'accumuler en tas sur le sol carrelé, comme des morceaux de son passé arraché. Un rire résonna de l'un des gardes. « Elle est déjà plus belle, marmonna-t-il. Elle aurait dû entrer ici avec un peu de respect, dit Riker, essuyant les cheveux qui traînaient sur sa manche. Maintenant, vous avez l'air plus présentable. Les poings de Céleste se serrèrent sur ses genoux, la peau sur ses articulations pâles. Mais sa voix, quand elle revint, était stable. Vous allez le regretter. Il se pencha ricanant. Les gens comme vous disent toujours ça. Et puis, aussi vite que cela avait commencé, cela se termina. Riker ouvrit la porte et fit signe vers le couloir. « Vous êtes libre de partir. Les salles d'audience sont par là, dit-il en se moquant.
Céleste se leva lentement, les mains tremblant à peine. Elle reprit son insigne sur le bureau de Riker sans demander et sortit dans le couloir. Ses pas étaient réguliers, son expression illisible. Mais dans sa poitrine, quelque chose brûlait plus fort que la rage, plus profond que l'humiliation. C'était un but. Et dans quelques minutes, ce but allait tout changer. Parce que ce que Riker ne savait pas, c'était ceci. Elle n'était pas là pour observer. Elle n'était pas là en tant qu'accusée. Elle n'était là pour le jugement de personne d'autre. Elle était le juge et elle était sur le point de prendre place sur le banc. Les tondeuses bourdonnaient dans ses oreilles longtemps après qu'elle eût quitté cette pièce froide et sans fenêtre. Chaque pas qu'elle faisait vers la salle d'audience semblait plus lourd que le précédent, non pas à cause de la peur, mais à cause de la fureur contenue. Son cuir chevelu picotait là où ses cheveux avaient autrefois poussé fièrement. Des mèches argentées, des années de travail, enracinées dans la famille, dans l'histoire, dans l'identité, maintenant disparues. Il ne restait que des touffes irrégulières. Le silence dans le couloir était étouffant. Céleste croisa deux greffiers qui la regardèrent, puis détournèrent rapidement le regard. Ils avaient entendu. Peut-être avaient-ils même vu. Mais aucun d'eux n'avait pris la parole. Elle ne s'arrêta pas de marcher. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de l'avoir craqué. Au bout du couloir, un faible bourdonnement de voix filtrait des portes doubles de la salle d'audience. C'était une matinée importante. Une audience sur l'inconduite policière. Plusieurs officiers impliqués dans un incident brutal lors d'une manifestation l'année dernière. Attention nationale, presse importante. Céleste était censée entrer par les bureaux privés. Sa robe l'attendait à l'intérieur. Personnel préparé, décorum préservé. Mais aujourd'hui, ce plan n'avait plus d'importance. Elle s'arrêta juste devant la salle d'audience, prit une profonde inspiration, puis poussa les deux portes grandes ouvertes. La salle d'audience se figea instantanément. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase, les têtes se tournèrent, puis la réalisation commença à se répandre. Ses chaussures claquaient bruyamment contre le sol en marbre, alors qu'elle passait devant des rangées d'avocats, de journalistes, de plaignants et de défendeurs. Certains la regardaient avec confusion, d'autres avec incrédulité. À l'avant, derrière le banc des juges, sa chaise était vide, attendant. Et puis cela les frappa. La femme qu'ils avaient vue escortée dans le couloir comme une suspecte, la femme dont le cuir chevelu portait les preuves de la brutalité, n'était pas une victime des circonstances. Elle était le juge. Céleste se plaça derrière le banc et se tourna lentement pour faire face à la salle d'audience. Son visage était calme, froid même, le genre de calme qui ne vient pas de la paix, mais de la précision. Quelqu'un près de la table de la défense laissa tomber un stylo. L'huissier, le même homme qui avait tenu les tondeuses, était toujours posté près de la porte latérale. Quand elle établit un contact visuel avec lui, il se figea complètement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Le sang quitta son visage. Elle ne broncha pas. Au lieu de cela, elle attrapa la robe pliée soigneusement sur la coudoir de sa chaise. Elle ne demanda pas d'aide, elle n'attendit pas la cérémonie. Elle l'enfila elle-même, un mouvement lent à la fois. Elle reposa sur ses épaules comme une armure. Elle se tourna vers le greffier du tribunal. « Le rôle est-il prêt ?» demanda-t-elle d'une voix égale. La voix du greffier se brisa. « Oui, votre honneur !» Céleste hocha la tête une fois, puis s'abaissa dans sa chaise, le cuir gémissant doucement sous elle. Elle regarda droit devant elle, son regard ne toucha jamais l'homme qui l'avait humiliée. Pas encore, pas directement. Nous allons commencer aujourd'hui avec le témoignage préliminaire sur l'affaire 239, États-Unis contre le service de police de Charleston, dit-elle comme si de rien n'était. Accusation d'abus de pouvoir, de force excessive et de violation des droits civils. Toutes les parties sont-elles présentes ? Un murmure de « Oui, votre honneur » répondit en écho. Les avocats se déplaçaient sur leur siège. Certains avaient les yeux écarquillés, d'autres avaient l'air coupable, et certains avaient l'air en colère. En colère qu'une femme noire ait osé entrer après ce qu'ils avaient supposé l'avoir détruite. Elle les ignora tous. Nous allons procéder. Le premier témoin fut appelé, un officier qui était en service lors de la manifestation en question. Un homme qui avait poussé un vétéran âgé au sol lors d'une manifestation pacifique, lui brisant deux côtes. Céleste écouta attentivement, prit des notes, ne posa aucune question. Pas encore. Du coin de l'œil, elle vit Riker reculer lentement vers l'arrière de la salle d'audience. Ses mains tremblaient à sa ceinture, ses jambes bougeaient sans cesse. On aurait dit qu'il voulait disparaître, comme s'il savait au fond de lui que son moment allait arriver. Il avait raison. Après le deuxième témoin, elle demanda une pause. La salle d'audience se vida en quelques jours. Même les avocats chuchotaient comme s'ils avaient peur de parler trop fort. Céleste resta assise. Après plusieurs minutes, alors que seul son greffier, deux officiers et Riker restaient dans la pièce, elle le regarda enfin. « Adjoint Riker » dit-elle d'une voix aussi tranchante que du verre. Il s'arrêta à mi-pas. « Avancez !» Sa bouche s'ouvrit, bégayant. « Oh oui, votre honneur !» Elle fit signe vers le centre ouvert de la salle d'audience.
Maintenant, il obéit, se déplaçant comme un homme marchant vers le bord d'une falaise. Déclinez votre nom complet pour le procès-verbal. Il cligna des yeux. Excusez-moi, vous m'avez entendu? Hank Riker. Depuis combien de temps servez-vous comme huissier dans ce palais de justice? 14 ans. Elle tapota un stylo contre son bloc-notes juridique. Une fois, 2 fois, puis elle se pencha en avant. Et au cours de ces 14 années, combien de femmes avez-vous agressées dans cette salle de contrôle? La couleur quitta son visage. Votre honneur, je ne savais pas. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il chercha de l'aide autour de lui. Personne ne vint. Combien de plaintes ont été déposées contre vous, adjoint Riker? Je ne suis pas sûr. La voix de Céleste s'éleva, non pas en volume, mais en précision. 12 plaintes formelles, toutes enterrées, toutes rejetées, parce que vous vous êtes caché derrière la procédure et le protocole. Sa bouche trembla. Je ne savais pas qui vous étiez. Je pensais... Et c'est ça le problème, n'est-ce pas? Rétorqua-t-elle, sa voix brisant le silence. Vous pensiez que je n'étais personne, juste une autre femme noire que vous pouviez intimider, raser, humilier pour le plaisir. La pièce était morte de silence. Vous n'avez même pas pris la peine de demander mon nom. Riker essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Céleste se leva du banc. À cause de vous, ce palais de justice, ce prétendu temple de la justice, a été souillé. À cause de vos actions, la sainteté de ce tribunal est maintenant remise en question. Et parce que vous avez agressé un juge fédéral dans son propre palais de justice, vous faites maintenant l'objet d'une enquête criminelle. À compter d'aujourd'hui, elle se tourna vers les officiers qui se tenaient près de la sortie, escortez l'adjoint Riker en détention. Séparés de la population générale, des accusations formelles suivront. Les officiers se déplacèrent rapidement, les menottes déjà à la main. « Non, attendez, attendez !» cria Riker. « Vous ne pouvez pas faire ça !» Mais il avait tort, elle l'avait déjà fait. La salle d'audience ne ressemblait plus à une salle d'audience. Pas après ce qui venait de se passer. L'adjoint Hank Riker, autrefois un symbole de contrôle et d'intimidation dans ce palais de justice, était maintenant parti, escorté avec des menottes par 2 officiers silencieux. Son insigne rendu, son pouvoir dépouillé. Mais le choc subsistait encore. Il était dans le silence, dans la façon dont les ventilateurs de plafond bourdonnaient un peu trop fort, dans les regards obliques échangés entre le personnel qui savait depuis des années et n'avait rien dit. Céleste Monroe se rassit sur sa chaise, les doigts croisés sur le banc, sa robe maintenant drapée sur elle comme de l'acier. Il n'était plus possible de revenir en arrière. Et en vérité, elle ne le voulait pas, car quelque chose avait changé, non seulement à l'intérieur d'elle, mais à l'intérieur de toute la pièce. Son greffier entra doucement, tenant une nouvelle pile de notes. « Votre honneur ?» dit-elle prudemment. « Le prochain groupe de témoins est en train d'être préparé. » Céleste hocha la tête. « Combien de temps avons-nous » ?« Environ 8 minutes. » Céleste regarda au-delà d'elle dans la galerie maintenant vide, des rangées de bancs en bois, les endroits où les jurés, les journalistes et le public reviendraient dans quelques instants. Mais elle pouvait encore sentir la présence de Riker comme une tache d'huile sur du marbre poli. Elle expira lentement. Cette journée avait déjà défié toutes les attentes et il n'était que le milieu de la matinée. La porte grinça derrière elle, Céleste se tourna, une jeune femme entra, peut-être au début de la vingtaine, les lunettes embuées à cause de sa course dans le hall, l'une des stagiaires. Elle s'appelait Megan, intelligente, calme, ne parlait pas beaucoup à moins qu'on ne lui parle. Elle avait l'air pâle. Céleste fit un petit signe de tête. « Tout va bien ?» Megan hésita, puis elle ferma la porte derrière elle et s'avança. « Je voulais juste dire que je l'ai vu, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Ce qui s'est passé avec l'adjoint Riker ce matin devant la salle de contrôle, je ne savais pas quoi faire. J'aurais dû dire quelque chose, j'avais peur. » Céleste ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta d'étudier les mains tremblantes de la jeune femme. Puis elle dit doucement « Merci de me le dire, c'est important. Je ne l'ai pas arrêté. » « Non, répondit Céleste, mais vous parlez maintenant, c'est plus que la plupart des gens. » Megan avait l'air sur le point de pleurer, mais elle redressa les épaules et ajouta « Si vous avez besoin que je témoigne, je le ferai. » Céleste tendit la main à travers le bureau et posa une main sur celle de la jeune fille. Juste un instant. Pas de mots, juste de la chaleur. Puis les portes de la salle d'audience grinça de nouveau, cette fois avec plus de poids. Le public revenait. « Tout le monde se lève !» cria le greffier, sa voix plus stable cette fois. Tout le monde le fit. Même ceux qui ne le voulaient pas. Même ceux qui avaient autrefois ri des blagues que Riker faisait à huis clos. Céleste reprit sa place. L'audience reprend. Alors que le témoin suivant s'avançait, l'atmosphère dans la pièce avait changé subtilement, brusquement. Le pouvoir n'était plus remis en question. Ce n'était plus seulement une audience. C'était un règlement de compte. Le témoin était un père noir nommé Howard Briggs. Milieu de la quarantaine, contremaître d'entrepôt, barbe poivre, aisselle, mains rugueuses après des décennies de travail. Ses yeux étaient vides mais déterminés.
Il était là pour témoigner de la façon dont son fils de 17 ans avait été plaqué et immobilisé lors d'une manifestation pacifique par les mêmes officiers, maintenant assis à la table de la défense. L'un d'eux avait écrasé la trachée de l'adolescent avec son genou. L'adolescent avait survécu à peine, mais ne pouvait toujours pas parler plus fort qu'un murmure. C'était il y a 9 mois. Howard s'assit à la barre des témoins et raconta tout au tribunal. Comment ils avaient supplié les ambulanciers, comment on leur avait dit « il ira bien, il fait semblant ». Comment personne n'avait écouté, et comment, lorsque les images étaient sorties, aucun des officiers n'avait été discipliné. Céleste n'interrompit pas une seule fois. Elle n'avait pas besoin de le faire, car chaque mot que l'homme prononçait était une lame tranchant à travers la salle d'audience, ne laissant personne indemne. Quand il eut terminé, Céleste se pencha en avant. « Monsieur Briggs, merci pour votre courage, je sais que ce n'est pas facile. » Il hocha la tête, sa voix se brisant. « Je veux juste savoir que cela a signifié quelque chose, que quelqu'un écoute enfin. » Céleste le regarda, pas du banc, pas en tant que juge, mais en tant que quelqu'un qui savait exactement ce que cela faisait d'être réduit au silence. « Vous avez été entendu, dit-elle. » Quelques minutes plus tard, après qu'il fut descendu du banc et eut passé lentement devant les officiers qui avaient failli prendre la vie de son fils, Céleste demanda une autre courte pause. Ses bureaux étaient calmes, presque trop calmes. Elle resta assise un moment, regardant son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo, ses cheveux irréguliers, la zone brute juste au-dessus de son oreille gauche. La femme dans le miroir ne ressemblait pas à un juge. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de traverser une guerre. Mais peut-être était-ce ça, la justice. Pas une performance, pas une performance de calme, mais une bataille pour la vérité qu'elle n'avait aucune intention de perdre. On frappa. Votre honneur, c'était à nouveau son greffier. Le Point News Attorney's Office vient de soumettre une motion scellée. Ils veulent accélérer les accusations contre Riker immédiatement. Violation des droits civils en vertu du droit fédéral. Céleste ne cligna pas des yeux. Bien, acceptez-la. Alors que la porte se fermait, elle se laissa enfin respirer. Pas de soulagement, mais de résolution. Cette journée n'était pas terminée. Pas du tout. Parce que la salle d'audience avait peut-être vu la chute de Riker, mais il n'avait pas vu ce qui allait suivre. Et le vrai règlement de compte était encore à venir. La salle d'audience était de nouveau pleine, mais ce n'était plus la même pièce. Quelque chose de tacite avait changé. Cela planait dans l'air comme de l'électricité avant un orage. Le genre de poids qui faisait s'asseoir les gens plus droits sur leurs chaises, parler un peu plus doucement et y réfléchir à 2 fois avant de supposer qu'ils savaient qui détenait le pouvoir. Céleste Monroe remonta sur le banc avec une présence indéniable. Aucun huissier ne l'annonça cette fois, aucun fioriture cérémonielle, juste le son de ses chaussures contre le plancher en bois dur et le bruissement silencieux de sa robe alors qu'elle prenait sa place. Tout le monde se leva instinctivement. Elle ne parla pas tout de suite. Elle se contenta de regarder la pièce, les accusés, la presse, les avocats et la foule silencieuse de spectateurs qui étaient revenus. Certains encore écarquillés parce qu'ils avaient vu plus tôt. Ils attendèrent de voir ce qu'elle allait faire ensuite, jusqu'où elle irait, si ce n'était qu'un moment ou un mouvement. Elle frappa une fois avec le marteau. « L'audience est ouverte », dit-elle. Et juste comme ça, tout se calma. Elle tourna son attention vers les avocats assis à la table de l'accusation. « Appelez votre prochain témoin ». La pièce se tut de nouveau alors qu'un officier, le lieutenant Daniel Cook, prêtait serment. Grand, bâti comme un secondeur, visage rasé de près, avec cette posture rigide qui disait qu'il pensait que l'insigne le rendait invincible. Il s'assit, se racla la gorge et croisa les mains sur ses genoux. Céleste l'étudia pendant une longue seconde. Elle connaissait le type, fier, soigné, entraîné à mentir avec un sourire et à ne jamais transpirer. Le procureur commença son interrogatoire méthodique et précis. « Lieutenant Cook, vous étiez présent à la manifestation du 14 mai de l'année dernière, c'est bien cela ?»« Oui, madame. » « Et pendant ce temps, vous avez supervisé une équipe de 7 officiers ?»« Oui, c'est exact. » « Avez-vous personnellement autorisé l'usage de la force contre les manifestants ?» Cook se pencha légèrement en avant, parlant dans le micro comme s'il donnait un point de presse. « J'ai autorisé des mesures de contrôle de la foule non létale après que les manifestants soient devenus agressifs. Il y a eu des cris, des bousculades, certains étaient armés de bouteilles et de pierres. Des blessures ont-elles été signalées de votre équipe ? Non, madame. Et les blessures subies par les manifestants ? M'ignoraient surtout des ecchymoses. La voix de Céleste coupa avant que le procureur ne puisse continuer. « Lieutenant Cook !» Il se tourna vers elle. « Oui, votre honneur ? Considérez-vous qu'une trachée écrasée est une blessure mineure ?» La question resta en suspens. « Bien non, madame. Bien sûr que non. » Céleste se pencha légèrement en avant. « Alors pourquoi votre rapport d'incident officiel l'a-t-il décrit comme un traumatisme des tissus mous, compatible avec la résistance ?» Cook hésita. C'est un langage standard. Il était basé sur les premières impressions. Les premières impressions de qui ? Il se déplaça sur son siège. Je crois que c'est l'officier Valdez qui a rempli cette section. Céleste garda son regard fixé sur lui.
Et avez-vous revu et approuvé ce langage? Une pause. Puis, oui, votre honneur. Sachant que la victime avait 17 ans et n'était pas armée, Cook ouvrit la bouche, la ferma, puis répondit finalement « Oui », son ton ne vacilla jamais. « Croyez-vous que justice a été rendue ce jour-là » Silence. Je crois que nous avons suivi le protocole. Elle se rassit sur sa chaise. Ce n'était pas la question. Cook se racla de nouveau la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, je ne peux pas répondre à cela. Ce n'est pas mon rôle. Céleste hocha lentement la tête. Non, c'est le mien. Elle se tourna vers l'accusation. Vous pouvez continuer. Le reste du témoignage fut sec, clinique. Mais chaque mot atterrit comme un coup. Ce n'était pas seulement les faits. C'était la façon dont ils essayaient de les faire paraître normaux, acceptables, routiniers. Lorsque la pause fut demandée de nouveau, la galerie bourdonna de murmures, les journalistes tapant avec acharnement, les défenseurs prenant des notes. Une femme près du fond serra sa poitrine en silence, murmurant « Merci » lorsque Céleste passa. Dans ses bureaux, elle enleva sa robe et la suspendit soigneusement. Puis elle la fixa un moment plus long que d'habitude. La façon dont elle était sur le cintre, si simple, si inoffensive. Et pourtant, à l'extérieur de cette pièce, cette robe portait du poids. Elle changea tout. Quand elle la portait, les gens se levaient, ils écoutaient, ils craignaient son pouvoir. Mais à peine 2 heures plus tôt, portant le même visage, le même cœur, la même dignité, sans la robe, elle fut agressée et dépouillée comme si elle n'avait pas d'importance. Cette contradiction vivait dans ses os maintenant. Elle brûlait derrière ses yeux et résonnait dans son pouls. On frappa. Votre honneur, c'était à nouveau son greffier. Il y a quelqu'un qui demande à vous parler du DOG. Ils ont dit que c'était urgent. Céleste se redressa. Faites-les entrer. Un homme en costume gris entra. Calme, posé. Il tendit une enveloppe scellée. Juge Monroe, je suis avec le bureau des droits civils. J'ai été dépêché dès que des rapports ont fait surface sur l'incident de ce matin. Réponse rapide, dit Céleste, dépliant la lettre. Ce palais de justice est sous surveillance fédérale. Ce qui s'est passé dans cette salle de contrôle est plus qu'une faute professionnelle. C'est une violation du titre 18, et maintenant que nous savons que la victime était un juge fédéral, il s'interrompit. Céleste ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. L'homme continua. Nous ouvrons une enquête immédiate sur le personnel du palais de justice du district de Charleston, les plaintes antérieures, la suppression des rapports et l'obstruction potentielle. Bien, dit-elle doucement. Commencez par les superviseurs qui ont enterré ces 12 plaintes contre Riker, puis regardez les juges qui ont approuvé. Il hocha la tête comme s'il savait déjà qu'elle dirait cela. « Oh, et juge Monroe » ajouta-t-il, s'arrêtant à la porte. « Vous devriez savoir que les images de ce matin sont devenues virales. C'est partout. CNN, MSNBC, NBC, réseaux sociaux. Même certains sénateurs en parlent. » Céleste fit un léger signe de tête négatif. « Je n'ai pas fait ça pour eux. » Il sourit. « Non, c'est pourquoi c'est important. » Quand il partit, elle s'enfonça lentement dans sa chaise. Là-bas, dans la salle d'audience, le prochain groupe d'avocats de la défense se rassemblait. Elle pouvait déjà entendre leurs chaussures contre le sol, le mélange nerveux de papier, les chuchotements de dernière minute entre les avocats. Le combat n'était pas terminé. Mais elle était prête, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agissait pas seulement d'exposer un huissier raciste. Il s'agissait d'enlever le masque de tout un système. Et il était loin de se démêler. En début d'après-midi, les marches du palais de justice n'étaient plus calmes. Ce qui avait commencé avec quelques journalistes, avec des caméras, s'était transformé en une foule de manifestants, de leaders communautaires et de citoyens, noirs, blancs, vieux, jeunes, certains tenant des pancartes, d'autres se contentant de regarder. Ce n'était pas le chaos, c'était quelque chose de plus lourd que ça, une attente concentrée. Et à l'intérieur, Céleste Monroe était assise à son bureau, regardant par la fenêtre de ses bureaux la mer de visages qui grandissait. Elle pouvait lire les pancartes d'où elle était. La justice commence maintenant. Protéger les femmes noires. 12 plaintes, 0 responsabilité. Elle ferma les yeux un instant, non pas pour s'échapper, mais pour tout ressentir pleinement. Le bruit, la pression, la vérité remontant à la surface après des années d'être enterrée sous la paperasse et le silence. On frappa de nouveau à sa porte. Cette fois, c'était son greffier, mais derrière elle se tenait un homme que Céleste n'avait pas vu depuis près d'une décennie, le révérend Marcus Hill. Il s'avança avec la force tranquille de quelqu'un qui en avait trop vu et choisissait toujours de se battre. Sa barbe grise avait complètement poussé depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu. Ses yeux étaient fatigués mais gentils. « Juge Monroe, dit-il. »« Révérend, répondit-elle, se levant. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je voulais juste que vous sachiez que nous sommes là. Nous voyons ce que vous faites et nous sommes avec vous. » Elle hocha la tête, avalant l'émotion soudaine qui la serrait à la gorge. Il lui tendit un morceau de papier plié. Certaines de ces personnes à l'extérieur, elles ont aussi été victimes, de Riker, d'autres comme lui. Elles n'ont jamais été appelées au tribunal, jamais entendues. Mais elles sont prêtes maintenant. Si vous voulez leurs histoires, elles sont prêtes à parler. Elle déplia la liste. Nom, numéro de téléphone, note manuscrite.
Elle était plus longue qu'elle ne s'y attendait. « Combien de ces plaintes sont nouvelles ?» demanda-t-elle. La plupart, certaines remontent à des années, certaines avaient peur, certaines ont dit que ça ne valait pas la peine. Céleste leva les yeux. Elles avaient tort, ça vaut la peine maintenant. Marcus sourit faiblement. C'est le cas, grâce à vous. Elle ne répondit pas, mais son silence était plus fort que des mots. Quand il partit, elle fixa de nouveau la liste. Ce n'étaient pas seulement des noms. C'étaient les personnes que ce palais de justice avait ignorées, qui avaient été rejetées, raillées, rayées, mais plus maintenant. De retour dans la salle d'audience, la galerie avait doublé. La nouvelle du témoignage de Denis Tallis s'était répandue comme une traînée de poudre. Les journalistes avaient commencé à diffuser en direct. Les gens à l'extérieur regardaient maintenant sur leur téléphone à travers les fenêtres du palais de justice, blottis les uns contre les autres sous le soleil d'octobre. L'énergie avait changé. Lorsque Céleste entra, la pièce se leva de nouveau, mais cette fois c'était différent. Pas seulement par tradition, pas seulement pour son titre, mais pour ce qu'elle représentait maintenant. Elle frappa une fois avec le marteau. « Nous sommes prêts à continuer ». Le prochain témoin était inattendu. Le bureau du maréchal américain avait envoyé quelqu'un, non pas pour enquêter, mais pour témoigner. Son nom était Andrew Taylor, noir, fin de la cinquantaine, plus de 20 ans de service. Il marchait avec une légère boiterie, le résultat d'une blessure subie en 2001 lors d'une arrestation qui avait mal tourné. Il avait été stationné dans le même palais de justice il y a des années. Et maintenant, il se tenait de nouveau devant le banc, cette fois avec une vérité qu'il ne pouvait plus garder sous silence. Il prêta serment, s'assit et ajusta le micro. « J'ai travaillé ici de 2004 à 2012, dit-il. J'ai vu beaucoup de choses, la plupart je les ai laissées passer. Je ne voulais pas d'ennui, je ne voulais pas être étiqueté comme l'officier noir en colère. » Il regarda droit Céleste, « Mais ce que j'ai vu de Riker, j'aurais dû le signaler. Je ne l'ai pas fait et je le regrette. » Céleste hocha lentement la tête, lui permettant l'espace de parler sans interruption. Taylor continua. « Il a commencé petit, manque de respect, surveillance excessive des jeunes hommes, faisant des commentaires, mais ça a empiré. Et en 2010, il n'était pas seulement agressif, il était dangereux. « L'avez-vous signalé ?» demanda le procureur. « J'ai déposé une note aux affaires internes, dit-il. Elle a disparu. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, on m'a dit, je cite, « C'est le genre d'homme que nous voulons pour gérer les gens difficiles. » La pièce réagit avec des murmures dégoûtés. Le marteau de Céleste les fit taire. Taylor s'avança. « J'ai quitté ce palais de justice 2 ans plus tard, non pas à cause du travail, mais à cause de ce qu'il me faisait. Le silence, la culpabilité. Mais maintenant, je suis ici pour dire la vérité. Parce que, juge Monroe, ce que vous avez fait, vous asseoir sur cette chaise après ce qu'ils vous ont fait, c'est plus grand qu'un banc. » La pièce était silencieuse. Et Céleste, pour la première fois de la journée, n'avait pas de réponse. Non pas parce qu'elle était sans voix, mais parce que parfois, quand l'histoire se présente à vos pieds, vous ne parlez pas par-dessus. Vous la laissez résonner. Le lendemain matin, l'air devant le palais de justice était plus lourd que d'habitude. Le ciel du début de l'automne à Charleston était gris, bas, pesant sur la ville comme un avertissement et un règlement de compte en même temps. Mais à l'intérieur des bureaux du juge Céleste Monroe, le silence était plus froid. Elle était assise à son bureau avec un épais dossier devant elle, marqué « Dossiers internes confidentiels ». Il lui avait été glissé par un administrateur du tribunal qui n'avait pas dit un mot, avait juste hoché la tête, l'avait laissé sur son bureau et était sorti comme si ça lui brûlait les mains de le toucher. Céleste l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des documents, des mémos, des courriels, des signatures. 12 plaintes formelles déposées contre l'adjoint Hank Riker au cours des 15 dernières années. Toutes rejetées, toutes approuvées par un nom qu'elle connaissait trop bien, le juge Terence Mahoney, son ancien mentor, son sponsor dans le circuit fédéral, l'homme qui lui avait dit un jour qu'elle était exactement ce dont le banc avait besoin. Mais maintenant, elle voyait sa signature au bas d'un refus après l'autre. Chaque formulaire tamponné avec une indifférence bureaucratique, allégations non étayées, manque de preuves corroborantes, aucune autre mesure requise. Et puis, glissée au fond du dossier, une note se distinguait. Une communication confidentielle entre le juge Mahoney et le chef de la sécurité du palais de justice datant d'il y a 5 ans. Céleste l'a lu une fois, puis une autre fois. Il était écrit « Riker est peut-être brut de décoffrage, mais il maintient l'ordre, surtout avec certains groupes. Il vaut mieux ne pas s'en mêler. » Ses doigts se recourbèrent autour de la page jusqu'à ce qu'elle se froisse. C'était là la partie silencieuse dite à voix haute, et il ne s'agissait plus seulement de Riker, c'était toute la machine qui l'avait maintenu en sécurité, qui l'avait protégé, approuvé, encouragé à devenir plus brutal, plus bruyant, plus cruel, tant que cela servait l'ordre. Céleste se pencha en arrière sur sa chaise et fixa le plafond. Ce n'était plus une affaire, c'était une purge. Elle baissa les yeux sur son propre reflet dans le bureau brillant, ses cheveux irréguliers, ses yeux fatigués. Et pourtant, le feu brûlait toujours derrière eux. On frappa. Son greffier de nouveau. « Votre honneur, dit-elle doucement,
Nous avons reçu une demande formelle du comité judiciaire du Sénat. Il demande votre déclaration sur les échecs de la surveillance judiciaire liés à l'incident Riker. Céleste fit un sourire sans humour. Bien sûr qu'ils le font. Maintenant que les caméras tournent, le greffier hésita. Il y a plus. 2 juges à la retraite et un ancien procureur de district viennent de démissionner ce matin, invoquant des raisons de santé. Céleste ne répondit pas. Elle se leva simplement. Faites entrer les avocats. Tous. Nous allons en finir aujourd'hui. 1 heure plus tard, la salle d'audience était de nouveau bondée. Et cette fois, il n'y avait pas que des locaux. Des journalistes du New York Times, du Washington Post, même de la BBC étaient entassés dans la galerie. Une rangée de jeunes étudiants en droit noir étaient assis côte à côte au premier rang, des cahiers sur les genoux, les yeux grands ouverts. Ce n'était plus seulement une question de Charleston. C'était national maintenant. Céleste prit place, frappa le marteau. Cette cour est en session. Elle tourna son attention vers la pièce. Avant de procéder aux plaidoiries finales, j'aimerais verser au dossier de nouveaux éléments fournis à ce tribunal. Elle fit signe à son greffier, qui remit une copie du dossier aux 2 tables. Cela comprend toutes les plaintes précédemment déposées contre l'adjoint Riker, toute la correspondance relative à leur suppression et les noms de toutes les personnes qui ont approuvé leur rejet. L'avocat de la défense tenta de s'opposer, mais Céleste leva la main. « Asseyez-vous ». Les mots étaient doux, mais définitifs. Elle se tourna vers la galerie. Que le procès-verbal indique que ce tribunal n'est plus intéressé à protéger les institutions aux dépens des individus. Nous ne prétendons plus que le silence et la neutralité. Ses yeux balayèrent la pièce. Chaque signature dans ce dossier représente un choix, pas une erreur, un choix d'ignorer les victimes, de protéger les prédateurs, de maintenir une illusion d'ordre construite sur la peur. Elle regarda directement le visage de l'avocat de la défense. Et cela se termine aujourd'hui. Un silence tomba sur la pièce, si profond qu'on pouvait entendre le stylo de quelqu'un s'arrêter au milieu d'une gribouille. Et puis, du fond de la pièce, une voix cria « Votre honneur », c'était un homme dans la soixantaine, debout avec hésitation près de la porte. « Puis-je parler ?» Il y eut une pause. Puis Céleste fit un petit signe de tête. Il s'avança, le chapeau à la main. « Je m'appelle Louis Briand », dit-il, la voix tremblante. J'ai été arrêté dans ce bâtiment en 2011 par Riker pour avoir élevé la voix lorsque l'affaire de ma fille a été rejetée. Il m'a claqué contre un mur, m'a cassé 2 côtes. Céleste hocha la tête. Une plainte a-t-elle été déposée ? Je l'ai déposée moi-même, juste là au comptoir, et ils m'ont dit que j'avais trébuché et que j'étais tombé. C'est ce qui était écrit dans le rapport. Je ne suis jamais revenu. Il regarda autour de la pièce. Mais je suis ici maintenant. Céleste se leva. Quelqu'un d'autre ? Une pause. Puis, une par une, les mains commencèrent à se lever. 5, 10, 15 personnes, chacune d'entre elles avec une histoire, chacune d'entre elles avec un silence qui avait duré trop longtemps. Et maintenant, enfin, une voix. Céleste ne pleura pas, elle ne sourit pas, elle ne bougea même pas, elle regarda simplement la vérité se lever tout autour d'elle, pas chuchotée, pas cachée, pas protégée par des robes ou des insignes, mais enfin prononcée. Le dernier jour de l'audience commença avec la pluie. Pas une douce bruine, pas une averse purificatrice, une pluie torrentielle, le genre qui balayait Charleston comme un avertissement et un règlement de compte en même temps. Les rues étaient inondées, les lignes électriques oscillaient, mais ils sont quand même venus. Les journalistes, les manifestants, les greffiers, les stagiaires, les témoins. Ils sont venus avec des parapluies, des ponchos, des caméras et des pancartes. Parce que maintenant, tout le monde savait que ce qui se passait dans cette salle d'audience n'était pas la justice, c'était l'histoire. À l'intérieur, l'atmosphère était silencieuse mais électrique. L'air avait un pouls, le genre que l'on ressent juste avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. Céleste Monroe entra dans la salle d'audience en silence. Pas de marteau pour l'instant, pas de déclaration. Elle s'arrêta devant le banc, regarda la galerie bondée, puis elle enleva sa robe, la plia doucement, la posa sur la chaise. Elle se tint là, n'étant plus protégée par son titre ou la tradition, juste une femme marquée et debout. Et elle parla. « Je suis assise derrière ce banc depuis des années. J'ai porté la robe, porté le titre, rendu des décisions, suivi la procédure, mais je suis aussi restée silencieuse plus longtemps que je n'aurais dû. Et aujourd'hui, j'en ai fini d'être silencieuse. » Elle jeta un coup d'œil à la table de la défense, à l'accusation, puis à la salle d'audience pleine de citoyens qui avaient autrefois été réduits au silence, ignorés, mis de côté. Ce tribunal juge l'adjoint Hank Riker coupable d'abus de pouvoir, de violation des droits civils et de fautes professionnelles. Mais cela ne s'arrête pas là, elle s'avança. Ce tribunal recommande également un examen immédiat de toutes les plaintes jamais déposées sous son nom et une enquête formelle sur tout fonctionnaire qui les a supprimées. Elle se tourna vers le sténographe judiciaire. « Mettez cela au procès-verbal. » Il n'y eut pas d'applaudissements, seulement du silence. Le genre de silence qui suit la chute d'une bombe. Puis lentement, elle attrapa un dossier sous le bureau, un dossier qui n'avait pas encore été ouvert. Elle le leva pour que tout le monde puisse le voir. Ceci, dit-elle, est une proposition de politique, effective immédiatement.
J'institue un mandat pour tous les huissiers, maréchaux et membres du personnel du palais de justice sous cette juridiction. Sa voix ne vacilla jamais. Il s'appelle le mandat Monroe. Quelques têtes se levèrent au nom. Il exige une formation complète contre les préjugés, un examen psychologique, des évaluations régulières et une politique de tolérance zéro pour tout comportement discriminatoire à l'intérieur des palais de justice fédéraux. Elle le tint dans l'air, et je porterai cela au circuit, à la magistrature, au Sénat s'il le faut, parce que ce qui m'est arrivé n'aurait jamais dû arriver à personne. Et je vais faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Il y eut du mouvement dans la galerie maintenant. De petits hochements de tête, des larmes silencieuses, des mains se serrant les unes les autres dans une solidarité stupéfaite. Elle continua. Je veux que quelque chose soit très clair. Il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agit de responsabilité, de reddition de comptes, de regarder ce système brisé dans les yeux et de dire « plus maintenant ». Elle se tourna vers la défense et vers ceux qui avaient permis à cet homme d'opérer sans conséquence pendant plus d'une décennie. Considérez-vous comme averti. Elle tapota de nouveau le dossier. Je transmettrai des recommandations de radiation, d'examen formel et d'éventuelles accusations au ministère de la Justice pour tout fonctionnaire qui a joué un rôle dans l'enterrement de la vérité. La salle d'audience ne bougea pas, ne pouvait pas bouger. Puis Céleste leva les yeux, juste au-delà des bancs, vers la haute fenêtre arquée derrière la galerie. La tempête faisait toujours rage à l'extérieur, mais la lumière commençait à filtrer, un rayon de soleil traversant le sol en marbre. Elle hocha la tête une fois, comme si elle acceptait le timing. Avant de conclure, il reste une dernière affaire. Elle regarda l'entrée latérale. Les officiers ouvrirent la porte et Hank Riker entra, toujours menotté, n'étant plus en uniforme, son visage pâle, creux, brisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec des ecchymoses ou des coups. Il fut conduit à l'avant, se tint à côté de son avocat commis d'office. Céleste lui fit face, non pas avec vengeance, mais avec feu. Monsieur Riker, ce tribunal vous condamne aux peines maximales autorisées en vertu du droit fédéral. 6 ans d'emprisonnement pour abus de pouvoir, 5 ans pour violation des droits civils et 1 année supplémentaire pour obstruction. Elle fit une pause. Mais ce n'est que la partie juridique. Il ne leva pas les yeux. Et voici la partie humaine maintenant. Sa voix baissa, calme mais tranchante. Vous avez passé votre carrière à décider qui était digne de dignité et qui ne l'était pas. Vous pensiez que l'insigne vous rendait immunisé, que le silence vous protégerait, que les gens comme moi ne tiendraient jamais le marteau. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Eh bien maintenant, vous allez vous asseoir à la place que vous avez faite pour les autres. Pas d'insigne, pas de robe, juste le poids de ce que vous avez fait. Elle fit signe aux officiers. Emmenez-le. Alors que Riker était escorté, la salle d'audience n'applaudit pas. Personne n'acclama. Ils se contentèrent de regarder parce qu'il ne s'agissait pas de célébrer. Il s'agissait d'être témoin. Et parfois, c'est plus puissant que des applaudissements. Céleste baissa de nouveau les yeux sur le dossier, le mandat Monroe. Elle le ferma, souleva sa robe du banc et parla une dernière fois. L'audience est levée. Le palais de justice se vida lentement, comme une tempête qui se dissipe, une goutte à la fois. Les gens ne se précipitèrent pas à l'extérieur. Ils s'attardèrent, des conversations silencieuses, des douces étreintes. Quelques-uns s'arrêtèrent pour toucher les rampes, les portes de la salle d'audience, comme pour s'ancrer à un endroit qui, jusqu'à présent, avait ressemblé à une forteresse, trop froide pour jamais céder. Céleste était assise seule dans ses bureaux. Les dossiers avaient disparu. La salle d'audience était silencieuse. La robe était accrochée au dos de sa chaise comme toujours. Mais cette fois, elle était différente, plus légère. Non pas parce que le fardeau avait disparu, mais parce qu'il avait été dit à voix haute. Elle se tourna sur sa chaise et fit face au miroir derrière son bureau. Son reflet la regardait. Les zones irrégulières sur son cuir chevelu avaient commencé à repousser. Les mèches argentées qui couronnaient autrefois sa tête revenaient, mais lentement, inégalement. Il y avait une partie d'elle qui voulait les cacher, couvrir les cicatrices, lisser les morceaux qui se sentaient encore exposés. On frappa, brisant ses pensées. C'était sa sœur, Nahen. Elle ne dit pas un mot en entrant, se contenta de se diriger et de tirer un tabouret pliant du coin de la pièce. Elle le plaça derrière Céleste, sortit une petite paire de tondeuses et les brancha. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. Céleste croisa son regard dans le miroir. Il n'y avait plus de peur là, juste de la résolution. « Ouais, chuchota-t-elle. Finissons-en. » Nahen bougea lentement, doucement. Chaque passage des tondeuses était prudent, délibéré. Les mèches irrégulières restantes tombèrent une par une, non pas dans la honte cette fois, pas comme un acte de violence, mais comme un choix, un nouveau départ. Quand Nadine eut terminé, elle tendit un miroir à Céleste. Céleste le tourna dans sa main avant de finalement regarder. Le reflet la regardait, audacieux, nu, fort et beau. « Tu pourrais afficher ça tous les jours et encore t'approprier chaque pièce dans laquelle tu entres, » dit Nahen avec un sourire. Céleste ne répondit pas tout de suite, se contenta de se regarder. « C'est qui je suis maintenant » dit-elle doucement. « Non, » corrigea Nahen. « C'est qui tu as toujours été. Maintenant, le reste du monde vient de rattraper son retard. » Ils sourirent tous les deux.
Cette nuit-là, Céleste sortit du palais de justice sans perruque, sans foulard, sans chapeau, juste la tête haute et nue sous les lumières de la ville. Alors qu'elle mettait le pied sur le trottoir, un petit groupe de spectateurs la repéra. Il n'y avait pas de caméra cette fois, pas de journalistes, juste des gens. Une femme, peut-être dans la soixantaine, à la peau brune avec d'épaisses lunettes, s'avança et posa doucement sa main sur le bras de Céleste. « Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps, Pia, pour voir quelqu'un comme vous faire ce que vous venez de faire, dit-elle, la voix tremblante. Céleste prit sa main. « Vous avez fait plus que survivre. Vous avez ouvert la voie. » Derrière elle, un adolescent s'approcha timidement. Pas de mots, juste un regard. Puis elle enleva son sweat à capuche, révélant sa propre tête courte et rasée, et hocha la tête. Céleste hocha la tête en retour. Quelque chose passa entre elles, un héritage silencieux. Plus tard dans la nuit, Céleste se tenait sur son porche, regardant son quartier calme. Les lumières du porche clignotaient doucement. Un vent agitait les chênes. À l'intérieur, son téléphone bourdonna. Des dizaines de textos, de courriels, de manchettes de journaux. Mais elle les laissa attendre. Ce soir ne parlait pas du bruit. Il parlait enfin de s'entendre respirer. Le lendemain matin, elle retourna au palais de justice. Affaire comme d'habitude, du moins sur papier. Mais les gens remarquèrent. Les robes restèrent enlevées plus longtemps que d'habitude. Les regards s'attardèrent, mais différemment cette fois, pas dans la confusion, pas dans le rejet, mais dans la reconnaissance. Quand elle entra dans l'ascenseur du juge, le concierge lui fit un signe de tête avec un petit poing sur sa poitrine, un geste de fierté. L'un des jeunes agents de sécurité fit un subtil signe de pouce levé, puis détourna rapidement le regard, rougissant. Et quand elle entra dans la salle d'audience pour une nouvelle audience, juste un litige civil de routine, toute la pièce se leva avant même que le greffier ne l'annonce. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Elle hocha la tête une fois et s'assit. La loi ne s'arrêta pas. Il y eut plus d'affaires, plus de motions, plus de dossiers, mais quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas seulement dans les règles, c'était dans la pièce. La justice avait un nouveau visage maintenant, et elle ne s'excusait pas pour l'espace qu'elle occupait. Céleste parcourut les couloirs différemment. Pas plus fort, pas plus dur, juste plus pleinement. Comme quelqu'un qui avait été contraint de rétrécir pendant des années et se souvenait enfin de ce que c'était que de se tenir à sa pleine hauteur. Les caméras vinrent toujours. Il y eut des entrevues qu'elle ne fit pas, des manchettes qu'elle ne lut pas. Mais l'une attira son attention quelques jours plus tard, collée sur le réfrigérateur de la salle de pause. Un juge fédéral refuse de reculer après une agression publique, lance une réforme historique du banc. Quelqu'un avait griffonné en charpie en dessous « C'est notre juge !» et ça la fit sourire. Elle ne cherchait pas à devenir un symbole. Elle cherchait à faire son travail, mais quelque part en cours de route, rester campée sur ses positions devint quelque chose de plus. Cela devint une permission pour les autres de se tenir debout aussi. Les mois passèrent. La salle d'audience, qui avait autrefois résonné de silence et de peur, contenait maintenant quelque chose de différent. Pas la perfection, pas la paix, mais la présence. Une sorte de calme différent. Le genre qui venait quand les gens savaient qu'ils seraient entendus. Le mandat de Monroe s'était répandu, d'abord à l'intérieur du palais de justice, puis à travers le district. D'autres juges l'adoptèrent. D'autres villes appelèrent à son sujet. Un projet de loi était en cours de rédaction au Congrès. Maintenant, Céleste n'avait pas prévu cela. Mais encore une fois, une grande partie de ce qui s'était passé n'avait pas été planifiée. Elle n'avait tout simplement pas reculé. Cela seul suffit à renverser la vapeur. Elle continua à travailler jour après jour. Litige civil, affaires de garde d'enfants, audience fiscale. Mais derrière chaque décision maintenant vivait une intention plus profonde, une conscience plus forte. Pas seulement ce que disait la loi, mais qui la loi avait ignoré. Un après-midi, Céleste entra dans une salle de classe du collège. L'enseignant l'avait invitée à parler de justice, de courage. Elle s'attendait à 10 enfants et à un silence maladroit. Mais la pièce était bondée. Ils avaient regardé le procès, lu les articles. Certains avaient écrit des essais. D'autres avaient fait des pancartes. Il y en avait une collée au tableau qui disait simplement « Soyez comme le juge Monroe ». Elle ne parla pas longtemps, elle n'avait pas besoin de le faire. Les enfants posèrent les vraies questions. Comment restez-vous calme quand les gens vous détestent? Qu'avez-vous ressenti quand ils vous ont coupé les cheveux? Avez-vous jamais voulu abandonner? Elle répondit honnêtement à toutes. Mais la dernière resta avec elle, une fille tranquille dans le coin, à peine plus forte qu'un murmure. Croyez-vous encore au système? Céleste fit une pause puis dit « Je ne crois pas à ce qu'était le système, mais je crois à ce qu'il peut devenir et je crois aux gens comme vous qui posent cette question. C'est comme ça que ça change. » Quand elle quitta l'école, elle pleura dans la voiture pour la première fois depuis des mois. Non pas de douleur, d'espoir. Peu de temps après l'incident, la Maison-Blanche appela pas pour un extrait sonore, pour quelque chose de plus. Céleste Monroe avait été choisie pour recevoir la médaille présidentielle de la justice. La cérémonie serait télévisée, des discours préparés, des dignitaires dans la pièce, mais rien de tout cela ne comptait pour elle. Ce qui importait, c'était qui serait au premier rang.
Nahen, son greffier, son ancienne stagiaire Megan, maintenant étudiante en droit de première année, le révérend Hill. Et assis dans le coin le plus éloigné, entouré de rangées de fonctionnaires en costume, se trouverait la fille tranquille de la salle de classe, celle qui posa la vraie question. La scène était grande, des marches en marbre blanc menant au podium. Le président se tenait sur le côté. Quand Céleste s'avança, les applaudissements montèrent comme une vague. Mais elle ne leva pas la main, ne fit pas signe. Elle s'avança simplement au microphone et commença. « Je n'étais pas censée être ici. » La pièce se tut. Non pas parce que je n'étais pas qualifié, non pas parce que je ne l'ai pas mérité, mais parce que pendant la majeure partie de ma vie, les systèmes comme celui-ci n'étaient pas construits avec des gens comme moi à l'esprit. Elle regarda la foule. Et quand j'ai finalement mis le pied dans les espaces que j'avais travaillé toute ma vie à atteindre, on m'a quand même rappelé que je n'avais pas ma place. Une longue respiration. Mais je suis resté. Je me suis levé et je les ai obligés à me voir. Elle fit une pause. Je ne suis pas ici parce que je suis spécial, je suis ici parce que j'ai eu la chance de survivre à un moment qui aurait dû me briser, et parce que j'en connaissais trop d'autres qui n'ont pas survécu. Un flash d'appareil photo cliqua quelque part dans la foule. Alors cette médaille n'est pas seulement la mienne, elle appartient à chaque femme à qui on a dit de rester silencieuse, à chaque homme à qui on a dit que la justice n'était pas pour lui, à chaque enfant qui a regardé la loi et n'a vu que la peur. Ceci est pour vous. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas explosifs. Ils étaient respectueux, profonds, comme des gens qui applaudissaient pour quelque chose qu'ils comprenaient enfin. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Céleste quitta la scène. Et quelque part au loin, dans une prison d'État de l'autre côté de la frontière, Hank Riker regarda l'émission depuis une petite télévision murale. Il ne cligna pas des yeux, ne bougea pas, ne parla pas, se contentant de regarder la femme qu'il avait autrefois essayé de briser, se tenir devant la nation et être honoré pour la force même qu'il avait essayé d'effacer. L'écran devint noir après le générique de fin, mais le silence dans la pièce resta avec lui. Pas une punition, juste la vérité. Et la vérité, il s'avère que c'est la seule chose qu'il ne pouvait pas faire taire. Cette histoire m'a appris que la justice ne vient pas d'une robe, elle vient du courage de se tenir droit quand tout est fait pour vous briser. Céleste Monroe n'était pas seulement un juge, elle était un symbole de force, de dignité retrouvée. Ce que j'ai appris, c'est ceci. Ils peuvent enlever votre apparence, votre confort, même votre fierté, mais personne ne peut prendre votre valeur à moins que vous ne le laissiez faire. Si cette histoire vous a ému comme elle m'a ému, laissez un commentaire et partagez vos pensées. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes et émouvantes qui comptent.